Bienvenue aux États-Unis, ce pays qu'on surnomme encore la terre des opportunités, mais qui ressemble aujourd'hui à une terre d'aéroports vides. Oui, c'est bien la réalité si vous mettez les pieds en Amérique cette année. Un pays qui, il n'y a pas si longtemps, se targuait d'être la destination numéro 1 au monde, se retrouve désormais avec des avions à moitié remplis et des hôtels désertés. New York, la ville qui ne dort jamais. Sauf que cette fois, ce sont ses habitants qui perdent le sommeil, rongés par l'inquiétude. La Floride, longtemps considérée comme un paradis du divertissement, en est réduite à brader ses billets comme lors d'un Black Friday. Et Las Vegas, ce lieu où la maison gagne toujours, vient de perdre la partie. L'industrie touristique américaine, autrefois une véritable vache à lait, dégringole brutalement. Et derrière ces chiffres froids se cachent des millions de familles américaines qui peinent désormais à payer leurs factures ou même leurs repas quotidiens. Aujourd'hui, partons ensemble à la découverte de 10 États américains en pleine crise du tourisme, où le rêve américain se vend désormais au rabais, comme un stock en liquidation. Numéro 10 New York. Commençons par New York. Ce nom qui évoquait jadis l'éclat des néons de Times Square et des foules pressées comme si personne ne voulait partir. Eh bien, en 2025, la ville a perdu près de 17% de ses visiteurs internationaux. Dit comme ça paraît abstrait. Mais imaginez, autrefois, il fallait patienter des heures pour obtenir une chambre dans un hôtel de Midtown. Aujourd'hui, les réceptionnistes s'ennuient tellement qu'ils cherchent du travail supplémentaire. Les grands aéroports, JFK et Newark, où se croisaient des dizaines de millions de voyageurs du monde entier, sont désormais si silencieux qu'on entend résonner les roulettes des valises dans les couloirs vides. Même Broadway, fierté culturelle de l'Amérique, doit fermer plus tôt. Les rangées de sièges vides surpassent celles des spectateurs. Autour de Times Square, des hôtels qui affichaient complet en permanence ferment carrément des étages entiers pour économiser l'électricité. Alors bien sûr, on accuse la conjoncture mondiale. Mais la réalité est ailleurs. Des règles de visa trop strictes et des contrôles renforcés refroidissent les touristes européens et sud-américains. Beaucoup préfèrent se tourner vers le Canada, le Mexique ou encore l'Asie, où l'accueil est plus simple et les prix plus doux. Résultat, quand on pense à New York, l'image de la Statue de la Liberté s'efface, remplacée par celle des montagnes de formulaires à remplir dans les consulats. Et la chute de fréquentation ne frappe pas seulement les hôtels de luxe. Ce sont aussi les serveurs, les bagagistes, les chauffeurs de taxi et même les artistes de rue qui perdent des heures de travail et des revenus. Une ville qui battait autrefois au rythme des dépenses touristiques est aujourd'hui condamnée à vivre dans un silence pesant. La cité qui ne dort jamais reste éveillée, oui, mais cette fois à cause de l'angoisse, pas de la fête. Alors, question, New York est-elle en train de se tirer une balle dans le pied en dressant tant d'obstacles aux visiteurs qui la faisaient vivre? Ou bien s'agit-il seulement d'un creux passager avant un nouveau boom? Et si une mégapole comme New York est en difficulté, combien de temps tiendront les régions qui misent uniquement sur leur soleil et leurs plages? Numéro 9 Floride. Imaginez maintenant, vous êtes un père de famille canadien qui a promis aux enfants un voyage à Orlando cet été pour rencontrer Mickey. Mais en ouvrant la grille tarifaire, vous découvrez que les coûts ont bondi de près de 30% par rapport à l'an dernier. Les billets d'avion sont hors de prix, les nuits d'hôtel coûtent une fortune, et 3 repas dans un parc suffisent à vider la carte bancaire. Que faire? Vous annulez et optez pour le Mexique, moins cher, moins compliqué. Et ce scénario se répète des centaines de milliers de fois. La Floride, censée être le paradis touristique par excellence, en paie le prix. Orlando et ses parcs géants comme Disney World et Universal accueillaient autrefois des dizaines de millions de visiteurs internationaux chaque année. Miami Beach vibrait au son de l'espagnol venu d'Amérique du Sud. Mais aujourd'hui, les parcs réduisent leurs horaires, les hôtels de plage tournent au ralenti, et les restaurants alignent les pancartes de solde comme s'ils liquidaient leur stock. Officiellement, on blâme le prix du carburant ou l'inflation mondiale. Mais la vraie raison fait plus mal, les tensions commerciales et les taxes imposées aux Canadiens, pourtant le premier marché étranger de la Floride. Autrefois, il représentait près d'un tiers des visiteurs internationaux. Aujourd'hui, entre les taxes d'entrée, les frais frontaliers et les formulaires à rallonge, beaucoup préfèrent rester chez eux ou s'envoler vers les Caraïbes. Et derrière ces chiffres, encore une fois, il y a des vies. Des serveurs de Miami aux chauffeurs Uber d'Orlando, jusqu'aux petits restaurateurs du littoral, tous dépendent de la générosité des touristes étrangers. Quand les valises ne franchissent plus les portes des hôtels, leurs marmites se vident elles aussi. Et n'oublions pas, le tourisme, c'est plus de 6% du PIB de la Floride. On n'est pas face à une égratignure, mais à un coup de massue. Le paradis des vacances d'hier ressemble désormais à un magasin qui casse les prix pour écouler ses chambres et ses billets d'entrée. Quand on voit Disney World clairsemé, on se dit que même Mickey aurait besoin d'un second job si ça continue. Alors, question, la Floride pourra-t-elle se sauver à coup de promotion? Ou faudra-t-il un vrai plan pour reconquérir les voyageurs étrangers? Et si même le royaume du divertissement vacille,
Imaginez l'état de la ville du péché. Numéro 8, Nevada. Fermez les yeux un instant et projetez-vous sur le strip. Les néons brillent toujours, la musique sort encore des haut-parleurs, mais quelque chose cloche. Les tables de blackjack sont désertes, les machines à sous-muettes, et les serveurs consultent leur montre plus qu'ils ne prennent de commandes. Ce n'est pas une scène de film post-apocalyptique, c'est Las Vegas en 2025. Les données sont claires, la fréquentation internationale a chuté de plus de 13%, et les grands congrès, véritables moteurs de l'économie locale, sont annulés ou déplacés vers des destinations moins chères. Les hôtels, qui ne s'éteignaient jamais, coupent désormais l'éclairage de plusieurs étages pour réduire les dépenses. Autrefois, on disait que Vegas ne dormait jamais. Aujourd'hui, la ville somnole dans une atmosphère morose. On parle beaucoup du coût du carburant ou de l'inflation, mais le vrai problème est ailleurs. Le dollar américain est trop fort. Pour les budgets européens ou asiatiques, venir à Vegas revient à jouer sa fortune dès l'achat du billet. Résultat, les touristes préfèrent Macao, Dubaï ou Singapour, où l'accueil est plus abordable et les formalités plus légères. Ironie du sort, c'est la force du billet vert qui étrangle la capitale du jeu. Et quand les voyageurs étrangers cessent de jeter leur argent sur les tables de roulette, ce sont les travailleurs locaux qui perdent tout. Les employés d'hôtels voient leurs heures coupées, les artistes de rue jouent devant personne, les chauffeurs de limousines patientent dans le vide. Une ville qui prospérait sur l'argent dépensé sans compter devient un endroit où chaque facture d'électricité ou d'eau est vécue comme une partie de poker risquée. On dit toujours, à Vegas, la maison gagne. Mais cette fois, il n'y a plus de joueurs. Résultat, c'est toute la ville qui perd gros. Les néons peuvent bien masquer le vide l'espace d'un instant, mais ils n'arrivent pas à cacher les rangées de chaises inoccupées dans les casinos. Alors, que faire ? Las Vegas pourra-t-elle attirer de nouveau les foules avec ses spectacles et ses promotions agressives ? Ou bien son éclat est-il définitivement supplanté par d'autres Vegas, de l'autre côté du globe ? Et si même la capitale du jeu s'enfonce ainsi, que dire d'un autre joyau touristique américain, le paradis du Pacifique ? Numéro 7, Hawaï. J'accueillais autrefois 3 groupes de touristes japonais par semaine. Aujourd'hui, j'en vois à peine un tous les 3 mois. Ces mots, prononcés par un guide local d'Honolulu, résonnent comme un soupir mêlé au bruit des vagues. Hawaï, jadis paradis rêvé de millions d'Asiatiques, ressemble désormais à un écrin vide. Imaginez-vous poser les pieds sur Waikiki Beach. Le sable reste éclatant, la mer toujours d'un bleu profond, mais les transats autrefois bondés sont désormais baignés de silence. Les complexes 5 étoiles ferment des étages entiers, les restaurants d'hôtels réduisent leurs cartes et les bars en bord de mer ne jouent plus que pour eux-mêmes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, les visiteurs venus du Japon et de Corée, qui représentaient pourtant le cœur du marché international, ont fortement chuté. On évoque souvent le « monde post-Covid » ou le ralentissement économique mondial. Mais la vérité est plus brutale. Le prix des billets d'avion explose, s'ajoutant au coût de la vie déjà exorbitant à Hawaï, presque 2 fois plus élevé que sur le continent. Voyager là-bas, c'est un peu comme payer une place VIP pour un repas moyen. Et avec des démarches d'entrée complexes, de nombreux Japonais, habitués à la simplicité, préfèrent désormais Bali ou Phuket à Honolulu. Le problème, c'est que près d'un 5e de l'économie hawaïenne dépend directement du tourisme. Quand les voyageurs ne viennent plus, ce ne sont pas seulement les emplois dans l'hôtellerie ou la restauration qui disparaissent, mais aussi les pourboires qui permettaient aux familles locales de régler leurs factures ou les frais de scolarité de leurs enfants. Certains habitants sont même contraints de retourner à la pêche ou à l'agriculture, des activités où les dépenses dépassent parfois les revenus. Oui, Hawaï garde son image de paradis terrestre, lagon turquoise, plage dorée, cocotiers qui se balancent au vent. Mais si personne n'achète de billets pour y aller, cette beauté se réduit à une carte postale figée. C'est là tout le paradoxe. Certains lieux sont d'une splendeur à couper le souffle, mais sans l'argent des touristes, cette beauté n'a pas de valeur économique. Alors, jusqu'à quand Hawaï pourra-t-il survivre en misant presque uniquement sur les visiteurs étrangers ? N'est-il pas temps de changer de modèle, pour ne pas finir en simple souvenir dans l'imaginaire collectif ? Et si même le paradis s'essouffle, que dire du cœur politique des États-Unis ? Numéro 6, Washington. Souvenez-vous de votre dernière visite au Smithsonian. Avant, il fallait se frayer un chemin au milieu des écoliers surexcités et des groupes de touristes étrangers prenant des photos à la chaîne. Aujourd'hui, vous pouvez traverser la grande salle du musée de l'air et de l'espace en entendant résonner vos propres pas. Ce qui ressemblait à une fête culturelle gratuite donne désormais l'impression d'une bibliothèque abandonnée. Les prévisions sont claires. En 2025, Washington, D.C. devrait enregistrer une forte baisse de fréquentation internationale. Les circuits historiques, les voyages scolaires venus d'Europe ou d'Asie, même les délégations universitaires, tous se font rares. Les hôtels proches du National Mall affichent des chambres vides, et les restaurants qui vivaient grâce aux visiteurs des musées réduisent leurs horaires d'ouverture.
On met en avant la conjoncture mondiale difficile, mais la réalité est plus politique. Une diplomatie tendue et une image peu accueillante des États-Unis refroidissent les voyageurs. Ce qui devait être un séjour culturel et détendu se transforme en parcours administratif stressant. Procédures à rallonge, frais supplémentaires et accueil froid des douaniers. Résultat, beaucoup préfèrent flâner à Paris ou Rome, jugée plus douce et agréable. La capitale ne vit pas de casino ni de plage, mais de mémoire et de symboles. Et quand les bus de touristes cessent de déverser leurs passagers sur le National Mall, c'est toute une économie locale qui chancelle. Du petit café qui servait ses sandwichs aux étudiants étrangers jusqu'aux hôtels habitués à recevoir des conférences internationales. Washington, autrefois fier de son rôle de cœur politique et culturel mondial, se retrouve confronté à une dure vérité. L'histoire est toujours là, mais les spectateurs, eux, se tournent ailleurs. La formule « l'histoire américaine reste dans ses musées », mais plus personne ne vient l'écouter, n'est plus une simple boutade, c'est la réalité. Une superpuissance peut écrire le récit du monde, mais elle ne peut obliger les voyageurs à venir le lire sur place. Alors, DC saura-t-il redevenir attractif en s'ouvrant et en se montrant plus accueillant ? Ou acceptera-t-il de se transformer en musée de lui-même ? Et si le cœur politique bat si froidement, que dire du cœur musical du Sud ? Numéro 5, Louisiane. La Louisiane, avec son jazz et ses festivals ? Projetez-vous un soir de week-end sur Bourbon Street, à la Nouvelle-Orléans. Le saxophone résonne encore, les percussions battent toujours la mesure, mais où est passé le public ? Les bars n'accueillent que quelques clients épars, et les pistes de danse paraissent plus vides qu'un parking de banlieue. Ce n'est plus la Nouvelle-Orléans que vous connaissiez. La capitale du jazz, autrefois électrisante, s'essouffle. Le flux de touristes étrangers vers la Louisiane a nettement diminué. Même Mardi Gras, qui attirait jadis le monde entier, a perdu de son éclat. Les parades continuent, mais devant des foules clairsemées. Les hôtels de charme du Vieux Carré affichent des chambres vacantes, et les restaurants créoles, autrefois bondés, doivent lancer des « happy hours » permanents pour attirer les clients. L'industrie musicale, véritable âme de la Nouvelle-Orléans, lutte pour survivre. On pointe du doigt la crise économique mondiale, mais la vérité est ailleurs. Les touristes sud-américains et européens se tournent vers des destinations moins coûteuses. Cuba, le Mexique ou encore le Portugal offrent la même chaleur, les mêmes saveurs, la même musique, mais à des prix bien plus abordables. Quand un billet pour la Nouvelle-Orléans coûte des milliers de dollars, et qu'un vol pour la Havane en demande 2 fois moins, le choix est vite fait. Les musiciens de rue, qui vivaient de quelques billets glissés dans leur chapeau, jouent désormais presque pour eux-mêmes. Les restaurants familiaux créoles, qui servaient des centaines de clients étrangers chaque semaine, n'accueillent plus que quelques habitués locaux. Or, le tourisme pèse lourd, plus de 9% du PIB de la Louisiane. Quand la machine touristique ralentit, tout le tissu local vacille, des cuisiniers aux chauffeurs de taxi, en passant par les artistes. La musique est éternelle, mais pas les loyers. Un morceau de jazz, aussi long soit-il, ne remplace pas le flux d'argent frais des touristes internationaux. La Nouvelle-Orléans continue de jouer comme si la fin du monde approchait, sauf que le public a quitté la salle dès les premières notes. Alors, la Louisiane pourra-t-elle retenir ses visiteurs grâce à sa culture unique ? Ou devra-t-elle casser ses prix pour rivaliser avec ses concurrents bon marché ? Et si même la musique, censée faire oublier la dureté de la vie, n'arrive pas à sauver la Louisiane, les montagnes majestueuses auront-elles encore la force d'attirer le monde ? Numéro 4, Colorado. Imaginez un séjour de ski à Aspen. Autrefois, c'était le rêve ultime des riches européens ou des amateurs de poudreuses venues d'Asie. Mais aujourd'hui, rien qu'un forfait journalier pour les remontées mécaniques dépasse déjà les $300. Et ce n'est même pas compter les tarifs exorbitants des hôtels, des repas et des vols internationaux. Alors, la vraie question, aussi ironique qu'elle paraisse, est simple. Combien de touristes étrangers osent encore dépenser des milliers de dollars juste pour s'élancer dans la neige ? Il fut un temps où le Colorado était perçu comme le paradis du ski aux États-Unis, accueillant chaque hiver des millions de visiteurs venus de l'étranger. Mais en 2025, cette époque semble révolue, les chiffres sont en nette baisse. Les stations annoncent un effondrement des réservations internationales, et dans des villes comme Aspen ou Vail, les conversations en langues étrangères ont presque disparu, remplacées par une ambiance beaucoup plus locale. Certains pointent du doigt l'inflation. Mais au fond, c'est la comparaison qui tue le Colorado. Quand une famille européenne peut partir dans les Alpes pour moins cher, plus près de chez elle, et sans affronter les démarches de visa américain, pourquoi traverser l'Atlantique ? Même constat du côté de l'Asie, le Japon attire désormais davantage. Oked propose une neige de qualité équivalente, une culture fascinante, et le tout pour un prix bien plus abordable. Résultat, le Colorado perd sa place sur la carte du ski mondial. Et quand les voyageurs étrangers disparaissent, ce n'est pas seulement les stations qui en souffrent. Toute l'économie locale vacille. Les barres d'altitude tournent à vide,
Les magasins de location réduisent leurs effectifs, et même les moniteurs de ski doivent cumuler des petits boulots comme serveurs pour survivre. Pour beaucoup de villages de montagne, la saison touristique internationale représentait une manne qui faisait vivre toute l'année. La neige tombe toujours, l'hiver arrive encore, mais l'argent, lui, ne revient plus. Certes, les Rocheuses continueront de se dresser fièrement. Mais les portefeuilles des visiteurs, eux, se vident jour après jour. Et dans une économie où tout repose sur les dépenses venues de l'étranger, même les plus majestueux sommets ne suffisent pas à combler les trous dans les comptes. La vraie interrogation est donc, le Colorado pourra-t-il conserver son attrait grâce à sa beauté naturelle, ou sera-t-il totalement éclipsé par les alternatives moins chères d'Europe et d'Asie? Et si un État doté de paysages aussi spectaculaires vacille, que dire de villes historiques dont l'économie repose sur la mémoire et le savoir? Numéro 3, Massachusetts. Boston, berceau de la Révolution américaine et symbole mondial de liberté, vit aujourd'hui une autre forme de révolution, celle des sièges vides. Le Freedom Trail, ce parcours chargé d'histoire autrefois saturé de touristes immortalisant chaque brique rouge, est désormais calme. Les visites guidées de la maison de Paul Revere ou de l'Old North Church n'attirent plus que quelques visiteurs américains. Même Harvard, fierté académique du pays, accueille rarement des délégations étrangères d'étudiants ou de chercheurs. Dans les visites organisées, il y a désormais plus de chaises vides que de participants. Le problème, Boston est déjà cher. Le coût du logement et de la nourriture y est 50% plus élevé que la moyenne nationale. Une chambre d'hôtel de gamme moyenne peut atteindre $300 la nuit, et même une simple collation donne le vertige aux voyageurs étrangers. À cela s'ajoutent des procédures de visa étudiant et de recherche de plus en plus lourdes. Résultat, beaucoup préfèrent Londres, Toronto ou Sydney à Boston. La ville perd ainsi non seulement des touristes, mais aussi des visiteurs qui avaient les moyens de dépenser. Et les répercussions sont directes. Boston n'a ni casino ni plage paradisiaque pour compenser. Sa richesse repose sur son patrimoine et son savoir. Moins de visiteurs internationaux, et ce sont les petits restaurants familiaux autour de Harvard Square ou du centre qui voient fondre leurs revenus. Les boutiques de souvenirs, qui vendaient jadis des chapeaux tricornes ou des drapeaux à 13 étoiles, vendent désormais plus de poussière que de produits. Pour une ville qui se targue d'avoir enseigné l'histoire au monde, voir les touristes désertés est une humiliation. On dit encore que Boston est le berceau de la liberté. Mais aujourd'hui, le slogan implicite, c'est plutôt la liberté sans touristes. Le passé révolutionnaire subsiste, mais quand les visiteurs se font rares, l'histoire résonne moins fort et risque de devenir un simple écho du passé. Et si Boston peine à remplir ses rues, que dire l'État le plus riche des États-Unis, centre mondial de la technologie, du cinéma et de la mode, mais aussi celui qui perd le plus d'argent à cause du tourisme? Un paradoxe cruel, avoir un trésor entre les mains et laisser les clients s'échapper. Numéro 2, Californie. San Francisco, autrefois destination rêvée pour des millions de visiteurs étrangers, n'attire plus autant. Le Golden Gate Bridge brille toujours au soleil, mais les attroupements pour le photographier se font plus rares. À Los Angeles, la clientèle chinoise, jadis la plus dépensière, a disparu. Sur Hollywood Boulevard, autrefois impossible d'obtenir une chambre d'hôtel en été, les disponibilités ne manquent plus. Le problème ne se résume pas à l'inflation ou au prix de l'essence. La Californie souffre d'une véritable crise d'image. L'insécurité urbaine effraie, les sans-abri se multiplient, la criminalité progresse, et des vidéos de touristes agressés à San Francisco font le tour des réseaux sociaux mondiaux. Pour beaucoup, c'est suffisant pour rayer la Californie de leur liste. Ajoutons à cela la force du dollar, et un voyage aux États-Unis devient un luxe que beaucoup jugent trop cher. La conséquence, ce ne sont pas seulement les hôtels 5 étoiles qui trinquent. Les chauffeurs Uber de l'aéroport de Los Angeles tournent à vide, les cafés en bord de plage à Venise servent moins de commandes, et même les boutiques de souvenirs vendant de petits Oscars voient leurs ventes s'effondrer. Chaque dollar que le touriste ne dépense pas, c'est un repas en moins, une heure de travail perdue. Dans un état où le tourisme pèse si lourd, cette chute revient à couper l'un des moteurs de l'économie. Hollywood continue de produire des films grandioses célébrant le rêve américain. Mais ironie du sort, les visiteurs étrangers qui venaient autrefois toucher ce rêve de près ne veulent plus acheter de billets pour y croire. Le rêve est toujours là, mais le public est parti le chercher ailleurs, à moindre coût. Et si la Californie, avec ses atouts mondiaux, est en perte de vitesse, imaginez le cas du tête de la liste, dont l'or touristique ne se trouvait ni dans les voitures ni dans la musique Motown, mais dans les courts séjours des voisins canadiens. Chaque week-end, des milliers de familles venues de Toronto ou Windsor traversaient le pont Ambassador pour faire du shopping, tenter leur chance au casino ou simplement changer d'air. Numéro 1, Michigan. Mais en 2025, ce flot s'est tari. Les statistiques parlent d'une baisse de plusieurs centaines de milliers de visiteurs venus du Canada. Pour le Michigan, c'est comme si une vanne économique venait de se fermer. Les outlets,
autrefois bondés de clients canadiens à la recherche de bonnes affaires, sont déserts. Les casinos près de la frontière, illuminés jour et nuit, éteignent désormais des machines pour économiser l'électricité. Même Grand Rapids, réputé pour ses événements et salons, a perdu une grande partie de son public venu du Nord. Les voitures à plaques de l'Ontario, qui animaient les rues le week-end, se font rares. Bien sûr, le dollar fort a joué un rôle. Mais la vraie barrière, ce sont les politiques mises en place. Tarifs douaniers, taxes à l'importation, frais frontaliers et contrôles renforcés. Pour quelques dizaines de dollars et plusieurs heures perdues à la frontière, beaucoup de Canadiens préfèrent dépenser chez eux. Pas besoin d'un mur, un carnet de taxes suffit à décourager les clients. Certes, le Michigan n'est pas une destination mondiale comme Hawaï ou la Floride. Mais ce sont ces visiteurs réguliers du pays voisin qui faisaient vivre des dizaines de milliers de travailleurs locaux, employés de casinos, vendeurs d'outlets, restaurateurs des environs de Détroit. Quand la frontière s'est refermée, tous ont réalisé à quel point l'économie locale dépendait de ces petits voyages. Chaque voiture qui ne franchit pas le pont Ambassador, c'est une facture impayée, une heure sup volée. Le Michigan fut jadis une porte ouverte vers le tourisme canadien. Aujourd'hui, les portes sont encore là, mais les portefeuilles restent fermés. Quelle ironie! On parle beaucoup du mur au sud, alors qu'au nord, ce sont des chiffres inscrits sur une taxe qui construisent une barrière invisible 100 fois plus efficace. La vraie question, combien de temps le Michigan peut-il survivre sans le retour de ses voisins? Faudra-t-il voir ces villes frontalières se transformer en cités fantômes? Et si même un État du Midwest vacille, que penser de la Californie, où ni Hollywood ni la Silicon Valley ne suffisent à enrayer la chute des revenus touristiques? 10 États, 10 visages d'une crise touristique qui s'étend. La vraie question n'est plus de savoir si le tourisme aux États-Unis est en baisse, ça, c'est déjà évident. Ce qu'on doit se demander, c'est si cette chute sera durable, ou si ce n'est qu'un passage à vide avant que l'Amérique ne retrouve son éclat d'autrefois. Alors, qu'en penses-tu? Le tourisme américain va-t-il renaître, ou bien sommes-nous en train d'assister au déclin d'un empire qui fut jadis le rêve de millions de voyageurs? À ton avis, quelle est la raison principale qui pousse les touristes étrangers à bouder les États-Unis? Et surtout, est-ce que le pays peut encore redresser la barre? Ou bien vivons-nous le début d'une ère marquée par l'excès et la désillusion? Dis-moi ton avis en commentaire. J'aimerais vraiment connaître ton point de vue. Et si tu trouves cette vidéo intéressante, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses sur l'économie, la politique et la société américaine. Précisons-le, le contenu de cette vidéo repose sur des rapports publics, des données officielles et des médias reconnus. Il s'agit d'une analyse et d'un commentaire, sans intention de viser des personnes ou des organisations, ni d'encourager des actions extrêmes. Le but est d'offrir des éléments de réflexion, pour que chacun puisse se faire sa propre opinion critique.